Bienvenue dans le cadre de ce webinaire qu'on a intitulé Dynamiser l'enseignement artistique en coopération avec les acteurs, l'exemple du schéma départemental des enseignements artistiques des Hauts-de-Seine. Le webinaire, il est coordonné par Culture Co, que je représente. Moi, je suis Cédric Hardy, je suis le délégué général de cette structure, dans le cadre du LUCAS. Le LUCAS, c'est le laboratoire d'usage culture, art, société, qu'on a cofondé avec le Bureau des possibles et Villes Innovation. Ce webinaire, il est monté en partenariat avec les départements des Pyrénées-Atlantiques et de la Seine-et-Marne, dans le cadre de la recherche-action qui est en cours pour accompagner la refonte de leurs schémas départementaux des enseignements artistiques. Alors là, on est sur un temps de recompte qui est national, et il est monté à partir des thématiques qu'on a pu identifier sur ces deux territoires. Il s'adresse principalement aux acteurs de ces territoires, voilà, dans le cadre de la dynamique qui se développe actuellement. Mais il est aussi ouvert à d'autres acteurs qui ont traversé le LUCAS ces derniers mois, voire années, et bien entendu à nos adhérents. L'objectif, c'est de s'inspirer, de partager une pratique qu'on estime, nous, inspirante, et c'est aussi de favoriser l'interconnaissance et l'identification de pairs que nous sommes, que vous êtes dans les départements. Alors, la thématique du jour, je disais, dynamiser l'enseignement artistique en coopération avec les acteurs. Peut-être quelques mots pour vous dire d'où ça vient, cette affaire, et vous faire un petit topo sur les démarches qui sont engagées depuis la fin 2022 avec le département du 64 et du 77. En effet, depuis quelques mois, en fait, les travaux qu'on développe ont pu générer une dynamique de travail intéressante, avec une pluralité d'acteurs qui dépasse souvent le seul périmètre des enseignements artistiques, puisqu'en fait, on observe qu'il y a aussi des acteurs culturels au sens large, mais aussi des acteurs du champ médico-social, de l'éducation, de la jeunesse. Alors, ce phénomène de mobilisation, ça témoigne sans doute d'attentes fortes du terrain pour donner peut-être un nouveau souffle au schéma départemental des enseignements artistiques, dans le but certainement de favoriser de manière très concrète l'accès à une diversité de pratiques artistiques, mais peut-être aussi culturelles, pour tous et à tous les âges de la vie. Alors, pour mémoire, l'un de nos objectifs dans le labo, dans le LUCAS, c'est de favoriser l'émergence de communautés d'acteurs et d'usagers qui coopèrent avec les collectivités territoriales commanditaires pour élaborer et mettre en œuvre des politiques culturelles sur leur territoire. Et dans le cas présent de la Seine-et-Marne et des Pyrénées-Atlantiques, c'est bien la question d'une nouvelle phase des schémas départementaux d'enseignement artistique qui est en jeu. Alors, plusieurs points de vue. Nous, on part de cette idée qu'une gouvernance partagée de l'action publique favorise l'émergence de projets et d'actions plus ajustés à la fois aux besoins des territoires et surtout de leurs habitants. Et on considère aussi l'évolution nécessaire de la posture des conseils départementaux vers celle d'animateurs, voire de facilitateurs territoriaux. Et c'est pour ça, en fait, qu'on est allé solliciter le département donc du 92, qui aujourd'hui est représenté par Audrey Lara-Toural, qui est responsable du schéma départemental des enseignements artistiques au sein de la direction de la culture du département des Hauts-de-Seine, parce qu'il nous semblait important de pouvoir partager cette expérience singulière. En effet, les enseignements artistiques, c'est une vieille histoire pour le département de la Haute-Seine, des Hauts-de-Seine, pardon. C'est en cours, comme dans de nombreux départements, cette structuration des enseignements artistiques depuis 2006. Et aujourd'hui, il semblerait qu'on aboutisse à une forme de gouvernance partagée avec les acteurs de terrain qui nous semble tout à fait inspirante et qui nous a semblé pertinent de pouvoir partager avec vous aujourd'hui à la fois compte tenu des orientations qui ont été données à cette nouvelle version, enfin à cette dernière version du schéma, puisqu'il a été révisé sur l'étape 2022-2025, on le verra après. C'est sur la base d'orientations qui résonnent particulièrement avec les thématiques qu'on a pu identifier en Seine-et-Marne et dans les Pyrénées-Atlantiques. Je pense notamment à l'innovation pédagogique, à la diversification des publics et aussi à cette question du renfort du rôle des établissements d'enseignement artistique dans leur rôle territorial. Voilà, je vais donc bientôt laisser la parole à Audrey Lara-Toural pour nous présenter ce fameux schéma dans ses grandes lignes. Audrey, comme on l'a vu ensemble, vous aurez une vingtaine de minutes pour cela. Et cette première séquence va être suivie ensuite d'un temps d'échange d'une quinzaine de minutes. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans le chat et on pourra les reprendre dans cette première étape-là. Ensuite, on redonnera la parole à Audrey qui poursuivra sur la présentation du travail au quotidien de différents pôles. On va voir ce que sont les pôles juste après, mais qui sont impliqués dans la gouvernance du schéma. Et on fera un focus d'ailleurs sur un cas d'école un peu spécifique, concret, celui de la prise en compte du coup des musiques du monde dans les enseignements. On aura un second temps d'échange d'une quinzaine de minutes et on clôturera le webinaire par la prise de parole de Aurélie Yvet, qui est chef de mission culture et langue régionale au département des Pyrénées-Atlantiques, donc le département que nous accompagnons, que j'étais tout à l'heure, et Christelle Picot-Pinot, qui elle est sous-directrice du développement et de l'accompagnement des territoires au département
de Seine-et-Marne. Voilà, j'en ai fini pour ce topo introductif. Place du coup à Audrey Laratoural. Et Audrey, du coup, si c'est OK pour vous, je vais vous laisser la parole. Merci Cédric, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravie de participer à ce webinaire et de pouvoir vous présenter les actions du schéma départemental des enseignements artistiques pour les Hauts-de-Seine. Comme l'a précisé Cédric, on va entamer une première partie avec une présentation générale donc, du SDEA 92. Voilà, un petit rappel des fondamentaux, bien évidemment. Donc, la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales qui a confié au département la compétence obligatoire d'élaborer un schéma départemental des enseignements artistiques visant à définir les principes d'organisation des enseignements, mais aussi afin d'en améliorer l'offre et les conditions d'accès. Donc, avec ce schéma, le département fixe également les conditions de sa participation au financement des établissements. Et donc, suite à cela, depuis 2006, le département des Hauts-de-Seine a mis en place successivement 4 schémas directeurs. Alors, on peut noter une évolution notable depuis ces 17 années de travail. C'est notamment le passage d'un soutien au fonctionnement de l'établissement à celui d'un soutien au projet. Il y a une autre évolution, celle de l'ouverture à d'autres disciplines, puisqu'initialement, on travaillait beaucoup sur la musique, la danse et le théâtre. On continue de le faire, mais on a ouvert également à d'autres disciplines telles que les arts visuels et le cirque. Enfin, bien évidemment, au fur et à mesure de toutes ces années, il y a une consolidation du réseau qui est importante. Et donc, voilà. Donc, depuis 2006, on a tout ce travail qui a été engagé et ce dernier schéma est le résultat de l'ensemble de ce travail et il a été préalablement conçu également avec les différents établissements aux côtés des équipes départementales. Donc, c'est véritablement un travail de nombreuses années de partage, de réflexion collective qui a permis l'émergence de ce nouveau schéma qui a d'ailleurs été approuvé à l'unanimité à l'occasion du vote du 18 février 2022. Et donc, c'est un schéma qui est très collaboratif, c'est un schéma qui favorise l'intelligence collective. Pour ma part, j'ai intégré le SAT, le service action artistique et territoriale, il y a environ 1 an, afin de mettre en œuvre de façon opérationnelle ce nouveau schéma. Donc, on est vraiment sur la période de lancement, mais je peux vous dire que ça a été déjà une année particulièrement dense et enrichissante aux côtés d'acteurs particulièrement passionnés, engagés. Et donc, c'est un véritable plaisir aujourd'hui de pouvoir vous partager ce retour d'expérience et cette structuration, comment ça fonctionne pour peut-être vous insuffler à vous aussi des idées et pouvoir vous accompagner dans vos projets respectifs. Alors, ce schéma, il couvre effectivement la période 2022-2025, comme l'avait précisé Cédric. Il comporte 3 axes structurants fondamentaux. Le premier, c'est poursuivre la diversification des publics. Alors là, c'est véritablement un engagement, notamment pour les publics issus du champ social, les publics porteurs de handicap, en faveur de la petite enfance. Voilà, donc c'est véritablement encourager les actions qui vont dans cette dynamique-là. Le second axe, c'est encourager les innovations pédagogiques et les évaluer. Alors, ça va être par exemple l'établissement connecté. On va soutenir les actions en ce sens. Ça va être créer des nouvelles formations, repenser les cursus, placer les pratiques collectives au cœur de ces cursus. Voilà quelques exemples. On a également donc renforcé la place des établissements dans leur écosystème et sur leur territoire. Donc là, ça va vraiment être le lien avec, par exemple, les lieux de création, de diffusion. Ça va être aussi favoriser le lien avec les structures de proximité. On peut tout à fait encourager une démarche avec un CCAS, par exemple, pour vous donner un exemple hors cadre culturel et artistique. Voilà, donc pour préciser un petit peu le contenu de ces 3 axes qui pour nous sont absolument essentiels. Alors, pour cela, nous avons un budget annuel de fonctionnement qui est à hauteur de 1 020 000 € et un budget investissement qui est à hauteur de 200 000 €. Voilà, pour ces fondamentaux. Alors, pour entrer dans ce réseau SDEA 92, pour avoir à la fois accès aux ressources de ce réseau, mais également aux subventions, il faut être labellisé. Donc, il y a un label SDEA 92 et pour
avoir la possibilité d'acquérir ce label, il faut répondre effectivement à un certain nombre de critères. Donc, les dossiers sont étudiés, il y a des demandes de labellisation, il faut répondre notamment au fait que voilà, il faut un financement régulier d'une collectivité, il faut un minimum de 50 élèves. Pour nous, c'est important aussi qu'il y ait un référent handicap identifié. Il faut savoir que sur le précédent schéma, donc le schéma 18-21, il y a eu un travail tout à fait exceptionnel qui a été engagé en faveur de ce réseau de référents handicap. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est aussi de le valoriser dans le cadre de ce critère de demande de labellisation, puisque voilà, pour nous, c'est un élément essentiel pour être labellisé et pour assurer les missions qu'on leur confère. Donc, voilà, il y a également la volonté d'avoir plusieurs partenariats, de favoriser effectivement les actions en faveur de l'éducation artistique et culturelle. Il faut bien évidemment un enseignement structuré qui suive une logique de cursus avec des évaluations, des acquis. On a également le projet d'établissement sur lequel on se base aussi dans le cadre d'études des subventions, puisque le projet d'établissement doit répondre aussi à un certain nombre de critères, il doit respecter aussi les axes structurants du schéma. Donc, voilà, ce sont tous ces critères qui font qu'on accorde ou pas la labellisation. Et une fois qu'on a ce label, effectivement, ça nous permet d'avoir accès à beaucoup d'informations, de ressources pédagogiques, financières, voilà. Donc ça, c'est vraiment la première étape, intégrer le réseau, avoir le label SDEA 92. Ce réseau est très important pour nous, c'est le socle de notre travail, c'est vraiment un schéma de réseau, c'est vraiment la force de l'intelligence collective, le partage des expertises. On a une dynamique où chacun se retrouve à un moment donné en lien avec les autres. Alors, pour vous expliquer un petit peu ce visuel, où on voit justement le fait que chacun travaille, voilà, cette dynamique collaborative, on a le département de Hauts-de-Seine, donc où je suis la référente, je suis en lien avec tous ces acteurs. Donc, on a les 45 établissements labellisés, on va commencer par eux. Donc, ces établissements ont obtenu le label, ils ont répondu aux critères. Ils ont tous et toutes des expertises fines qu'on va essayer de valoriser dans le cadre de leur action respective. Alors, pour vous donner un petit peu des informations concernant comment sont répartis ces établissements, pour vous donner un ordre d'idée. Sur les 45 établissements, on en a environ 20 qui sont classés par le ministère de la Culture. Alors, pour vous donner encore quelques chiffres, on a 2 CR, on a 7 CRD, on a 5 CRI, on a 6 CRC. Donc, voilà, on est à peu près sur une moitié d'établissements classés et une autre moitié qui sont essentiellement associatives. Alors, parmi les établissements associatifs, on peut par exemple parler du plus petit cirque du monde, qui est un établissement particulièrement qualitatif et qui, voilà, sa spécialité, comme son nom l'indique, c'est le cirque. On a aussi, par exemple, la cave à théâtre. On a encore les arcades qui défendent les arts plastiques. On a aussi des MJC, comme la MJC de Sceaux, qui fait un travail formidable autour des musiques actuelles. Donc, en fait, on a vraiment la chance d'avoir une pluralité d'acteurs avec des structures, des projets, des disciplines, des expertises très variées. Et ça nourrit bien évidemment au quotidien le travail autour du schéma départemental des enseignements artistiques. Alors, à eux seuls, ces 45 établissements touchent environ 36 000 élèves. Voilà. Parallèlement à ça, on a ce qu'on appelle des pôles. Alors, 2 types de pôles, les pôles territoriaux et les pôles thématiques. Je vais commencer par les pôles territoriaux. On a sur le territoire alto-séquanais 4 EPT. Donc, 4 EPT, on a 4 référents. Alors, les EPT, c'est Vallée Sud, Grand Paris, donc indiqué ici VSGP. On a Grand Paris Seine-Ouest, GPSO. On a Paris-Ouest La Défense, le pôle. Et on a Boucle-Nord de Seine, donc BNS. Ces 4 établissements publics territoriaux ont chacun environ une dizaine d'établissements labellisés dans leur périmètre de territoire. Chacun de ces
pôles territoriaux possèdent donc un référent avec qui je travaille au quotidien. Ce qui est intéressant dans cette dynamique de pôles territoriaux, c'est que parmi ces pôles, il y en a 2 qui ont pris la compétence de gérer les conservatoires. Il s'agit notamment de VSGP et GPSO. Ce sont donc des EPT qui ont déjà une dynamique de réseau, pour qui, voilà, il y a déjà une hiérarchie, une structuration de travail qui est engagée. Et donc, les référents pôles territoriaux sont les référents de ces EPT pour le conservatoire de VSGP et de GPSO. Une autre dynamique, plus sur le nord du département, concernant les 2 autres PT qui n'ont pas cette compétence, on a donc fait le choix de donner la possibilité à des conservatoires de postuler en tant que pôle territorial et ainsi de fédérer autour d'eux d'autres établissements d'enseignement artistique afin de pouvoir construire ce pôle territorial. Donc, par exemple, pour le pôle, on va avoir un conservatoire à rayonnement départemental. Pour Boucle-Nord de Seine, c'est un conservatoire à rayonnement communal qui a été donc choisi. Voilà. Et donc, chacun travaille avec tous les conservateurs de leur territoire. Les besoins peuvent être différents. Et après, on se retrouve tous ensemble dans le cadre de comités de suivi où on échange sur les méthodes de chacun, comment voilà, on a procédé, qu'est-ce qui a été défendu, comment on souhaite faire évoluer tout cela. Et voilà, ce sont des réflexions particulièrement intéressantes. Concernant les pôles thématiques, donc on a 6 pôles thématiques. Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail de quoi il s'agit. Donc, par exemple, pour le handicap, on a la chance que ce soit porté par une association ressources, donc c'est Musique et Situation Handicap, MESH, et le CRI de Châtenay-Malabry. Donc, ils sont ensemble pour promouvoir effectivement des actions en faveur du handicap. Et l'idée, c'est effectivement de mobiliser sur l'ensemble du territoire un réseau de référents handicap afin justement de les accompagner pour réussir au mieux l'intégration notamment des élèves porteurs, bien évidemment, du handicap. Alors, ce que j'encourage beaucoup les pôles à faire, c'est aussi des fiches outils. Donc, par exemple, dans le cadre du handicap, ça va être un exemple concret, comment accueillir pour la première fois une famille et un élève qui souhaitent faire de la musique. Donc, on va créer une fiche outil, première rencontre, et on va le diffuser auprès du réseau. Parce que certains sont très confirmés dans leur action vis-à-vis du handicap, mais d'autres arrivent et sont parfois un petit peu déstabilisés, ne veulent pas commettre d'impair auprès des familles et les accueillir dans de bonnes conditions. Donc, on crée ces outils afin de favoriser cet accueil et de pouvoir justement nourrir aussi la réflexion collective autour de cet accueil, comment chacun a procédé. Donc, il y a des partages d'expériences, il y a des témoignages. Parfois, on invite des familles, des parents, on leur demande leur ressenti. On invite aussi des élèves pour savoir comment on pourrait améliorer leur accueil. Donc, voici un petit peu pour le détail. On a le numérique aussi qui fait un travail formidable, justement, on parlait d'établissements connectés. Donc, c'est aussi comment on accompagne, par exemple, avec l'environnement numérique de travail, l'environnement pédagogique, comment on peut optimiser ça. Il y a des nouveaux outils qui sont créés. Comment on les utilise, comment on forme nos équipes pour les utiliser. Donc voilà, la pluridisciplinarité, donc c'est un axe fort pour nous aussi au niveau du schéma. C'est quelque chose qui est très bien défendu aussi par notre référent. Donc l'objectif, c'est d'inventer parfois aussi des nouveaux cursus pluridisciplinaires. Je pense par exemple à un cas concret, on a eu le 22 avril dernier la restitution de la symphonie circassienne qui était un projet qui a été financé par le département en grande partie, mais qui a été pensé sur le territoire avec le plus petit cirque du monde et avec le PT VSGP. Donc, on avait à la fois un orchestre intercommunal qui travaillait avec des élèves circassiens. Et donc, l'idée, c'était que chaque élève puisse se rencontrer, apprendre des uns et des autres. Donc, voilà pour un exemple. On a aussi la diffusion et la production de spectacles. Là, pour ce cas-là, c'est notamment le CR de Boulogne-Billancourt qui en assure la responsabilité. Et donc, ce qui est intéressant aussi dans le CR, c'est qu'ils ont effectivement énormément de ressources à apporter aux partenaires. Ils ont également la possibilité d'accueillir les partenaires dans l'enceinte de leur établissement
pour concrètement leur montrer comment fonctionne une régie, leur donner des idées sur la communication, la production, leur donner encore une fois des fiches outils pour pouvoir justement accompagner les différents référents. Les musiques du monde, j'en parlerai plus précisément tout à l'heure, donc je ne vais pas davantage m'étaler puisqu'on va en reparler tout à l'heure. Il y a l'éducation artistique et culturelle également qui est absolument fondamentale puisque voilà, c'est un axe fort. Alors, il faut savoir que dans l'éducation artistique et culturelle, on ne parle pas uniquement des actions en faveur des scolaires, on parle aussi des actions en faveur des quartiers prioritaires de la ville, de tous les publics issus du champ social. Donc voilà, c'est très très large. On a 6 pôles thématiques et 4 pôles territoriaux. Voilà. Alors, pour faire tous ces projets, il faut effectivement aussi des moyens, donc des subventions. Alors, pour information, on me dit parfois, Audrey, on sollicite des labels aussi pour avoir des demandes de subventions. Eh bien, figurez-vous qu'une bonne partie des établissements ne sollicitent pas forcément les subventions et veulent intégrer uniquement le réseau. Je tiens quand même à le souligner parce que certains ont les financements pour réaliser leur projet, mais ils ne savent pas forcément comment le moderniser, ils veulent être informés un petit peu de l'actualité. Donc, ils vont intégrer les réunions du comité EAC, ils vont se rapprocher des référents handicap pour optimiser leur action. Donc, vraiment, le réseau, la ressource apportée par ce réseau est absolument fondamentale. Et donc, voilà. Mais il y en a qui ont besoin de subventions parce qu'ils ont envie aussi de développer des actions, ils n'ont pas les moyens. Ils ont envie aussi d'essayer parce que les subventions, c'est aussi permettre des structures de pouvoir réaliser des actions, de les tester, de pouvoir après les défendre pour débloquer d'autres moyens auprès de leur ville et de dire, voilà, on a essayé, pour la plupart, ça fonctionne, voici l'impact sur le public et on souhaiterait aller plus loin, etc. Donc voilà, alors ces subventions, elles doivent bien évidemment répondre à un cahier des charges qui est très précis, qui a été stipulé notamment dans le document cadre qui a été voté en 2022. Et donc, voilà, il faut absolument répondre à ces critères listés dans le cahier des charges. Alors, on a 4 subventions de fonctionnement. On subventionne bien évidemment les pôles, donc pôles territoriaux et pôles thématiques. Alors, c'est un conventionnement sur 2 ans qui peut être renouvelé. Voilà, on a des enveloppes qui oscillent pour le pôle territorial de 15 000 à 25 000 euros et pour le pôle thématique de 10 000 à 15 000 euros. Alors, voilà, comme j'expliquais avant, le pôle territorial, il a une dizaine de structures environ avec qui il travaille. C'est vraiment le travail de renforcement du maillage territorial qui est très important. Le pôle thématique, il va travailler sur des expertises et des thématiques très variées. Donc, voilà, c'est un rôle qui est important et complémentaire à la fois. Et bien évidemment, les deux peuvent tout à fait se soutenir. On peut très bien avoir l'intervention. On l'a eu d'ailleurs, par exemple, c'était, je me souviens, un GPSO. Donc, on a eu l'intervention du pôle thématique qui est venu rencontrer donc, tous les membres du pôle territorial GPSO pour présenter les actions en faveur du numérique auprès de tous ses membres. Et puis, ceux qui étaient intéressés, soit revenaient vers le référent du pôle thématique en disant voilà, moi je souhaiterais un accompagnement un peu plus individuel, d'autres qui souhaitaient avoir des comités plutôt collectifs. Donc voilà, les deux sont absolument complémentaires et permettent une action soutenue des axes notamment structurants du schéma. On a deux autres aides au fonctionnement qui sont l'aide à projet et l'aide à la structuration. Alors, l'aide à projet, c'est un projet qui doit défendre soit un nouveau dispositif pédagogique, soit un projet de diffusion pluridisciplinaire ou encore une résidence artistique. Donc, pour cela, ils ont une enveloppe qui oscille entre 3 000 et 10 000 euros en fonction de ce qu'ils souhaitent défendre dans le cadre de ce projet. C'est un projet qui doit être renouvelé chaque année. On ne peut pas demander une continuité sur le même projet, donc c'est une année. L'année suivante, on peut redemander une aide au projet, mais sur un autre. Bonjour. En ce qui concerne l'aide à la structuration, alors là, on est vraiment sur une aide
particulièrement ambitieuse. Voilà, c'est vraiment, on va travailler en profondeur un changement de cursus, on va parfois ouvrir un département, ça peut être musique actuelle, musique du monde, voilà, c'est vraiment un travail de refonte. Il y a une véritable réflexion sur la diversité des publics, sur le travail avec le territoire, avec la ville, donc c'est quelque chose qui est voilà, très, très structuré, très dense dans sa composition. Donc, voilà, c'est une subvention qui est sur 2 ans parce que justement, au vu de cette densité, on va évaluer chaque année l'évolution aussi du projet. On peut avoir une phase de réajustement après l'année 1 pour revoir éventuellement le financement ou accompagner l'établissement en fonction éventuellement de difficultés qu'il aurait pu avoir. Parfois, on se retrouve avec des établissements qui finalement, sur la première année, se rendent compte que ça fonctionne au-delà de leur espérance. Donc là, ils peuvent solliciter effectivement une demande d'aide supplémentaire sur la 2e année. Mais voilà, c'est vraiment un axe qui reprend notamment les 3 domaines essentiels qu'on défend dans le schéma, donc avec la diversification des publics, l'innovation pédagogique et l'inscription dans l'écosystème de l'établissement et sur son territoire. Donc, c'est vraiment une aide qui est très importante. Le montant alloué l'est aussi, puisque ça oscille entre 5 000 à 50 000 euros en fonction des projets. Et enfin, on a l'investissement numérique qui rentre dans la dynamique de pôle numérique, d'établissements connectés. Donc, on va financer l'acquisition de matériel pour les établissements. Donc là, il y a une enveloppe de 10 000 à 20 000 euros. Et voilà, tout ce qui est lié à la nouvelle technologie, tout ce qui va être lié aussi à des actions, par exemple, autour des musiques assistées par ordinateur. Donc voilà, quand il y a cette volonté de pouvoir créer cela dans un établissement et que cela, en plus, rentre en écho avec ce qui est déjà engagé. Je pense, par exemple, à des classes à horaires aménagés musique, on a eu des demandes où voilà, on voulait apporter aux élèves la possibilité de passer à une étape de création, de pouvoir composer via la MAO, et donc était défendue l'acquisition d'ordinateurs, voilà, de matériel pour pouvoir le faire. Alors, on va passer maintenant à l'aspect communication, partage d'expertise. Alors, comment on communique? On communique énormément entre nous, bien évidemment, puisque c'est la base de notre travail. On est très proche du terrain, on essaye de l'être. Personnellement, je me déplace régulièrement à la rencontre des établissements. Je connais bien évidemment leurs demandes de subventions que j'ai plaisir à analyser, mais la connaissance du terrain, aller les voir est absolument fondamentale. On apprend tellement plus quand on va les voir, et c'est véritablement des échanges aussi où la confiance s'installe, où on pense au même plus loin, comment on va projeter nos actions. On rencontre les équipes, on rencontre parfois des professeurs qui ont des expériences incroyables, et nous, avec notre vision globale du territoire, on peut aussi créer des liens avec d'autres professeurs, avec d'autres équipes où on sait qu'il y a parfois ces similitudes. Donc voilà, la communication, le partage d'expertise est vraiment très, très important dans notre travail au quotidien. Alors, on s'appuie notamment sur des supports, dont le site web du département des Hauts-de-Seine, où vous trouverez notamment le cahier des charges, le document cadre du SDEA qu'on vous communiquera aussi à l'issue de cette rencontre, où tout est détaillé si vous souhaitez approfondir peut-être votre regard sur certains dossiers. On a également une newsletter bimestrielle. Alors, je la rédige, moi, voilà, afin de valoriser aussi le travail des établissements. C'est vraiment une newsletter dédiée au SDEA. Donc, on va avoir déjà tous les rendez-vous des pôles thématiques. Ça permet aux partenaires d'avoir sur un document tous les 2 mois, donc ce n'est pas trop excessif en termes de temporalité, mais d'avoir un document qui recense l'ensemble des rendez-vous. Pour rappel, on invite les équipes de direction, les professeurs, les médiateurs, les équipes administratives, tout professionnel intéressé à participer à ces comités à venir. Et donc, tout est listé dans la newsletter. On va aussi
communiquer sur des actions, je vous en parlerai juste après, mais par exemple, on a une journée des enseignements artistiques, on va communiquer autour des subventions, on va faire un rappel aussi des délais, etc. Donc voilà, c'est une newsletter qui est particulièrement suivie. Elle est assez efficace parce que c'est assez synthétique et donc les professionnels, ils savent qu'il faut la consulter parce qu'ils auront très rapidement toutes les informations essentielles dans ce document. Donc voilà pour la newsletter. Je parlais tout à l'heure des comités de suivi. Bien évidemment, un comité de suivi, c'est très important. Les référents des pôles en sont friands parce qu'ils sont confrontés parfois à des difficultés sur le terrain. Parfois, ils ont aussi des bonnes surprises. Et c'est vrai que c'est aussi l'occasion d'avoir un temps privilégié pour échanger, pour partager voilà, ce que chacun a réalisé, comment il voit les choses, comment on va se projeter sur les prochains temps d'échange. Donc, c'est vraiment des comités de suivi particulièrement importants. Donc, on peut à la fois avoir les pôles thématiques qui se réunissent, voilà, on se réunit tous ensemble d'un côté, les pôles territoriaux de l'autre, on réunit parfois tout le monde ensemble. Donc, voilà, ça dépend un petit peu des besoins. On a aussi des rendez-vous professionnels individuels, bien évidemment. Important d'avoir ces temps d'échange individuels pour parler parfois de projets qui ne sont pas voilà, encore tout à fait actés, comment on peut le penser. J'ai par exemple des questionnements sur comment pouvoir être classé. On a une volonté d'évoluer, la ville est favorable à ça, comment on peut engager ce travail, comment au niveau départemental on peut nous accompagner et nous conseiller, quel pôle on pourrait aller voir, quel établissement est aussi peut-être dans la même situation que nous. Et voilà, donc c'est aussi avoir la possibilité de créer ce lien entre les partenaires et c'est efficace. Et je pense qu'effectivement, chacun y trouve son compte. Voilà. Et puis, bien évidemment, le rôle d'ingénierie et de conseil auprès des établissements. Il y a également une réflexion tout à fait intéressante au sujet de plusieurs voilà, actions. On parle en ce moment pas mal des classes horaires aménagées, les chats, parce que voilà, qu'est-ce qu'une chat aujourd'hui, comment on va penser la chat de demain. Je sais qu'il y en a justement qui sont dans une phase de test sur des chats art de la scène. Donc, voilà, on réfléchit, on repense, on teste, voir comment on peut créer de nouvelles dynamiques, de nouveaux cursus. On travaille aussi sur la réflexion des passerelles, notamment en faveur d'actions d'éducation artistique et culturelle. Alors, je donne l'exemple de Demos parce que dans le cadre de mes missions, je collabore également à l'Orchestre Demos Hauts-de-Seine, donc sur une période 22-25, puisque en fait, c'est pour vous rapidement faire une petite parenthèse, c'est assez intéressant parce que déjà, c'est la même période que le schéma 22-25, et puis on est aussi sur un coportage. Et c'est un nouveau modèle, c'est un laboratoire d'expérimentation. Et donc voilà, c'est intéressant parce qu'il y a un partage avec la Philharmonie de Paris, le département, les conservatoires et les centres sociaux. Et on est tous coporteurs. Et donc voilà, c'est la Philharmonie qui, suite à une délégation au territoire, a voulu effectivement impulser aussi et penser une nouvelle dynamique par rapport à ces orchestres. Et donc le département, toujours moteur et avec l'envie voilà, d'essayer de nouvelles choses et puis peut-être inspirer d'autres à se lancer, à accepter donc pour la nouvelle cohorte. Donc là, ça a démarré, on est sur la première année comme le schéma et c'est tout à fait intéressant. Ce que je peux déjà vous dire très rapidement, c'est que c'est coporté et donc les points positifs, c'est clairement l'imprégnation dans le territoire et notamment le lien en famille, puisque le centre social étant coporteur, il y a vraiment un investissement particulier. On s'est retrouvé avec des candidatures sur certaines villes. De mémoire, on a atteint 60 candidatures, alors que les années d'avant, ils avaient du mal à atteindre 15. Donc, c'est pour vous dire l'investissement aussi de ces acteurs. Et le gros avantage aussi, et c'est pour ça que ça a été rattaché aux enseignements artistiques, c'est l'idée de la passerelle, le fait d'avoir aussi comme porteur un établissement. Ce sont donc les professeurs de l'établissement qui vont donner les ateliers aux élèves. Donc après, pour les élèves qui souhaitent poursuivre, ils ne le souhaitent pas tous, mais pour ceux qui le souhaitent, ils connaissent déjà les professeurs, enfin, ils connaissent déjà le conservatoire. Donc voilà, ça, c'est vraiment les points positifs qu'on peut ressortir de cette nouvelle cohorte. Donc voilà, sur la question de la passerelle, sur la question de l'EAC, et il y a plein d'autres thématiques, mais je pourrais y passer des heures et je fais attention à l'heure. Alors,
Très bien. On Enfin, va du coup, merci beaucoup, Audrey. Peut-être qu'on va faire une petite pause, Audrey, si vous êtes OK. Vous aviez peut-être un point essentiel encore à révéler. on favorise aussi le lien avec les autres membres du SAT, voilà, notamment sur tout ce qui est musique actuelle, équipements structurants, les arts visuels, dont la tour aux figures et autour de l'EAC. Donc voilà, on permet aussi à des partenaires de faire partie de festivals, à des établissements, voilà, d'intégrer des actions professionnelles. Donc voilà, c'est l'avantage aussi de travailler dans un département qui est aussi fort et engagé d'un point de vue culturel. Sur les temps forts, 2 temps forts, séminaire de rentrée 11 octobre 2022, ça a vraiment lancé la dynamique. Suite à ce séminaire, on a vraiment senti une envie des collaborateurs d'agir, de rentrer dans l'action, de partager. Donc, ça a été vraiment un temps particulièrement important pour nous pour lancer le schéma. Et en clôture, bientôt, et je vous invite tous à venir, on vous y accueillera avec grand plaisir, c'est la journée des enseignements artistiques qui est vraiment un temps de valorisation de la qualité, de la diversité des enseignements artistiques. Et c'est un moment aussi où on continue à fédérer le réseau SDEA 92 autour d'un événement départemental. C'est un événement qu'on veut multiculturel, qu'on veut pluridisciplinaire et ouvert à tous les publics. Là, on a des publics à partir de 1 an qui seront accueillis notamment dans le cadre de cette journée. On aura la chance d'avoir l'auditorium, donc ça permet aussi aux élèves d'avoir une qualité de prestation dans une salle tout à fait prestigieuse. Et pour conclure, donc voilà, ce schéma, c'est vraiment lancé avec une grande dynamique sur l'ensemble du territoire alto-séquanais. Cela se traduit comment? Par une mobilisation importante des établissements dans les actions portées par le réseau, mais également dans le cadre de la campagne de subvention 2023. Donc, je vous donne un peu en amont ce qui ressort déjà de cette campagne, c'est que 45% des aides au projet ont été déposées en faveur de la pluridisciplinarité. Donc, voilà, tout ce travail que je vous ai présenté au préalable était vraiment, se traduit aussi dans le cadre des demandes de subventions. Et parfois, certains même écrivent, voilà, j'ai eu l'idée de faire suite à des échanges que j'ai eus avec le pôle, etc. Donc, la pluridisciplinarité ressort dans le cadre de cette campagne 2023. Il y a également 34% d'aides à la structuration qui ont été réalisées en faveur de la diversification des publics. Donc, c'est aussi le résultat du travail engagé à destination de tous les publics et notamment ceux des solidarités. Et enfin, il est à souligner que sur les 27 demandes d'aide à la structuration, 16 concernent les innovations pédagogiques, 18 les aides au projet, 7 proposent des actions relatives au nouveau dispositif PEDA et également toute l'enveloppe investissement numérique en faveur de l'optimisation des apprentissages. Donc, tous ces chiffres montrent à quel point les établissements ont une réelle volonté de moderniser leurs enseignements via ce nouveau schéma. Voilà. Merci beaucoup Audrey. On va vous laisser respirer 2 secondes parce que la présentation a été très exhaustive. Merci pour tout ça. Je vais arrêter le partage d'écran du coup. Du coup, dans le chat, ça a pas mal réagi depuis tout à l'heure. On va prendre du coup quelques minutes pour prendre quelques questions. Alors, je vais les porter moi, ces questions, pour qu'on puisse peut-être aller un peu plus vite. On a une première question tout d'abord qui remonte un petit peu dans le cadre de votre intervention, mais sur la question du handicap. Et on sait quand même que c'est un vrai sujet et ça l'est depuis fort longtemps. Avec une loi de 2005 qui est bien loin d'être appliquée pour le coup. La question du référent handicap, est-ce que c'est demandé à l'ensemble des établissements, y compris les structures associatives de moins de 100 élèves? C'est une question de Camille Simon. Absolument, c'est demandé à l'ensemble des établissements. Alors évidemment, sur les structures plus modestes, associatives, parfois c'est le directeur qui est le référent handicap. Voilà, donc c'est lui qui va être invité au comité, etc. Et puis là où on a des structures avec plus de personnel, ils ont la possibilité de désigner une personne en charge du handicap, de déléguer. Mais effectivement, c'est une obligation pour l'ensemble des établissements. Très bien, merci. Alors, seconde question, je vais prendre dans l'ordre parce que je n'ai pas eu le temps de classer tout ça. Est-ce que la totalité des critères énoncés est nécessaire à l'obtention du label? Attendez. La totalité des critères énoncés est nécessaire à l'obtention du label. Doivent-ils être remplis ou uniquement pour partie? Entièrement rempli. Tous les critères sont importants et tous doivent être respectés. Très bien. Alors, autre question, la durée du label, est-ce qu'il y a une durée spécifique du label ou...
Tout à fait. Alors oui, c'est une question importante. Le label est obtenu pour l'ensemble du schéma. Donc en fait, ceux qui ont été labellisés en 2022, ils le sont jusqu'en 2025, au même titre que des professionnels qui souhaiteraient être labellisés cette année, ils peuvent le faire. On peut labelliser chaque année jusqu'à la fin du schéma. Et après, on sera sur une nouvelle dynamique puisqu'il y aura un nouveau schéma. Ok, d'accord. Merci pour cette précision. Alors, il y avait une question d'Aurore Antonioli sur les missions, sur quelles missions sont mobilisés les pôles territoriaux, mais je pense qu'on a bien vu, et on aura un cas d'école spécifique là-dessus, donc on réserve cette question pour la suite. Les référents des pôles territoriaux sont-ils rémunérés par le département, et si oui, comment? On a vu qu'il y avait une aide, hein, du coup, particulière, mais je sais. On subventionne le pôle territorial donc, par une aide. Voilà. Et moi, j'avais une question, du coup, le type de profil de poste qu'il y a derrière ces coordinations, c'est quoi? Alors, nos 4 référents sont tous voilà, des directeurs. Donc, par exemple, pour les EPT, ça va être les responsables du réseau des conservatoires. Pour les conservatoires, ça va être les directeurs des conservatoires qui tiennent ce rôle-là. Alors, il y a aussi quelque part une légitimité à la fois de l'établissement, mais de l'acteur, et puis une volonté de la ville aussi d'être référent, parce que c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de suivi. Donc sur la profil de poste, voilà, ce sont des directeurs qui sont aguerris à tout ce qui est lié à la coordination. D'accord, donc on est plutôt sur enfin, du temps de travail public déjà financé et redéployé, c'est ça, on pourrait dire ça comme ça, quelque part. Quelque part. Voilà. Ouais. On peut comme ça. Ok, autre question sur l'investissement et sur le numérique. Est-ce que l'aide à l'investissement est-elle uniquement positionnée sur le numérique? Oui, complètement. Tout à fait. Il n'y a pas d'autres appuis sur de l'achat de parcs instrumentaux, genre de... Non. Cette question nous revient régulièrement, effectivement. En tous les cas, dans ce schéma, c'est dévoué à l'investissement numérique. Ok. Merci pour cet élément de précision. Alors, effectivement, on a eu quelques remontées dans le chat. Attention, le département des Hauts-de-Seine n'est pas comparable, très urbanisé, bien plus gros que nous. Certes, hein, je tiens à le préciser, il ne s'agit pas de comparer des territoires dans le cadre de ce webinaire, hein, parce que ça n'aurait pas de sens. Clairement pas. On peut pas. Alors, on pourrait se dire tiens, que comparer deux départements d'Île-de-France, ça peut avoir du sens, mais en l'occurrence, c'est moins le cas avec le 64, et on le sait bien. Et on sait que c'est pas tout à fait le cas non plus avec le 77. Donc, l'enjeu ici, c'est bien de voir quels ont été les mécanismes pour déclencher finalement l'adhésion des acteurs du territoire dans la façon de co-concevoir et co-porter aux côtés du département des Hauts-de-Seine ce schéma départemental. C'est ça qui nous intéresse et c'est ce qu'on essaie d'aller voir et de regarder de près grâce à vous, Audrey, aujourd'hui. Je tenais à le préciser, c'est important Oui, de le dire ici. je Alors, partage tout à fait votre point de vue. Et voilà, c'est vrai que c'est un département qui est très engagé en faveur de la culture et qui soutient effectivement ces acteurs. Mais comme vous le précisez, Cédric, l'important, c'est de montrer la dynamique et le résultat de travail de plus de 15 ans et de voir concrètement comment ça s'applique aussi sur ce territoire. merci Audrey. Du coup, vous, autour de vous, on nous demande quelle est la taille de l'équipe autour d'Audrey. C'est Mathieu Grison qui nous demande ça. Concrètement, je suis l'unique référente, donc je suis en charge voilà, de toutes les missions que je vous ai présentées. Je travaille avec Eugénie Caron-Lambert, qui est dans la salle aujourd'hui, que je salue, avec qui j'ai énormément de plaisir à travailler, et donc qui est la chef du SAT. Voilà, on partage notamment cette vision d'enseignement artistique. Donc voilà, on est régulièrement en échange, on échange tous entre nous de toute façon. Mais effectivement, au sein du département, je suis la seule référente. Ok, donc voilà, la réponse est donnée. On a une question de Nicolas Chatenou, donc du Vaucluse, qui nous demande si les subventions que vous avez présentées, fonctionnement, investissement, peuvent s'additionner ou pas pour une structure qui solliciterait. Oui, oui, tout à fait. Ils peuvent s'additionner. On peut avoir à la fois une aide au projet et une aide à la structuration, voilà, et une aide à l'investissement numérique. On peut tout à fait les additionner. Ok, merci pour cette réponse concise. Alors, j'ai encore deux questions. Peut-être que moi, j'en ajouterai une de mon côté, parce que j'en ai aussi. Je les ai notées. Une question de Christelle Picot-Pinot, du coup, du département de Seine-et-Marne, qui pose la question suivante. Avant le schéma 2022, quelles étaient les modalités d'accompagnement des établissements et quel a été l'impact finalement du nouveau schéma sur ces mêmes établissements? Alors,
Le schéma précédent, c'était donc 18-21. Donc, on avait un système de tête de réseau sur ce schéma-là, donc qui se rapproche un petit peu de notre fonctionnement des pôles thématiques. Donc, il y avait des thématiques très précises, mais on n'avait pas les pôles territoriaux. Les pôles territoriaux, c'est vraiment la nouveauté, on va dire, de ce nouveau schéma. Et quand même, le travail en réseau des pôles thématiques, c'est-à-dire que les têtes de réseau qui étaient impulsées en 18 et 21, il y avait une information un petit peu plus descendante, peut-être un petit peu moins collaborative. En tous les cas, ça a commencé à se développer. On a, comme je disais tout à l'heure, un gros travail sur l'accessibilité handicap qui a été engagé aussi sur cette période-là. Et donc, forcément, nous, on a la chance de récupérer tout ce travail initial et de pouvoir le développer au vu du constat qu'on a pu faire sur la cohorte précédente. Et donc, voilà, c'est vraiment le volet collaboratif, le lien au territoire, la consolidation du réseau handicap avec le déploiement d'actions concrètes qui s'est développé. Mais en quelques mots, voilà, c'est ça les évolutions notables par rapport aux deux schémas. Ok, merci beaucoup Audrey. Avant-dernière question, est-ce qu'on applique les mêmes critères, c'est une question de Cécile Galland, mais les mêmes critères donc pour des conservatoires ou des MJC sur la structuration en cursus avec des examens? C'est une question qui est très intéressante. Pour vous donner un exemple concret, on a eu la CAVATA, donc qui est une structure associative qui est placée au cœur des QPV et pour qui ça a demandé beaucoup de travail de répondre aux critères, de repenser finalement leur action. Et aujourd'hui, avec un an, ils me disent ce travail-là nous a permis d'aller plus loin, de repenser plus loin nos projets. Donc finalement, l'exigence qu'on leur demande au départ se retrouve payante après. Bien sûr, on les accompagne pour pouvoir répondre aussi au mieux à ces critères et leur donner les moyens d'avancer. Mais en tous les cas, oui, effectivement, on demande de même le même niveau, pas forcément d'apprentissage, d'accompagnement, ils n'ont pas les mêmes moyens, mais en tous les cas, sur l'essence, sur ce que l'on entend dans le critère, ça doit être respecté par l'ensemble des établissements. Ok, merci. Et dernière question du coup de Gaëlle Jacqueline du coup du CD95. Est-ce que vous êtes seul au SAT? Ok. À 100% sur cette mission ou sur d'autres missions aussi? Comment se répartit votre temps de travail? Comment se répartit mon temps de travail? Alors, effectivement, on va dire, dans les deux gros volets, donc j'ai le SDEA 92 et j'ai la nouvelle cohorte d'EMOS. Voilà, ce sont vraiment mes deux gros piliers de travail. Comment se répartit mon temps de travail? C'est vrai que le SDEA, c'est 36 000 élèves, la cohorte d'EMOS, c'est une centaine d'élèves. Les deux projets sollicitent et mobilisent beaucoup le SDEA par rapport à la densité des actions proposées et la cohorte parce que c'est une nouveauté et qu'il faut absolument suivre le suivi administratif. Je vais notamment au rassemblement d'orchestre pour voir l'évolution des élèves. Donc voilà, j'ai un travail de terrain qui est quand même très présent et que j'apprécie particulièrement. Je trouve que la strate départementale est parfaite pour ça. On a à la fois ce regard, ce recul avec cet échantillon particulièrement intéressant d'établissement et à la fois ce travail de terrain où on va à la rencontre des profs, on va à la rencontre des élèves. Donc voilà, en fait, c'est vraiment ces deux missions-là qui m'occupent beaucoup de temps. Très bien, Audrey. On avait dit que c'est la dernière question, donc on va arrêter là, du coup, les questions qui viennent du chat pour cette séquence-ci, pour respecter le timing. Du coup, Audrey, on va vous redonner la parole. Vous n'avez pas trop soufflé, hein, je suis désolé, mais du coup, on va reprendre pour faire un focus finalement sur ces questions des pôles thématiques et sur ce cas d'école spécifique des musiques du monde. Je vous laisse du coup reprendre le fil. Tout à fait, je vous remercie. Est-ce qu'on a un support à partager ou pas, Audrey? Dites-moi, je ne me souviens plus. Oui, il est dans la continuité du PowerPoint. C'est la suite. Ok, et je partage. Merci C'est à vous. parti. Alors, donc, on est sur la deuxième partie consacrée au fonctionnement d'un pôle thématique. On a pris l'exemple donc du pôle thématique musique du monde. Alors, je tiens particulièrement à remercier l'équipe de direction avec qui j'ai plaisir de travailler, donc notamment Philippe Miller, Nathalie Robert, Thomas Bordalero, qui sont véritablement des experts en la matière, qui sont engagés depuis de nombreuses années en faveur des musiques du monde et pas que, parce que je travaille aussi avec eux sur les innovations pédagogiques, je travaille aussi avec eux sur l'orchestre d'EMOS, donc c'est vraiment un conservatoire qui est particulièrement engagé dans le schéma et d'une façon générale dans les enseignements artistiques et avec une ville effectivement qui est proche de ses habitants et qui souhaite aussi soutenir les actions de ce conservatoire.
Ce pôle musique du monde, c'est aussi le résultat d'une histoire de directeurs, de professeurs qui se sont engagés, qui ont parfois été seuls à devoir trouver des solutions pour développer ce département. Et c'est donc tout naturellement qu'ils ont souhaité intégrer l'équipe du SDEA 92 et faire bénéficier aux autres leur expertise et leurs conseils pour pouvoir permettre peut-être à d'autres de plus facilement pouvoir engager la création notamment de départements musique du monde, mais aussi toute autre action qui pourrait soutenir ces musiques. Alors, il y a 3 départements consacrés aux musiques du monde à Gennevilliers. On a le tango, dirigé par Juanjo Mossalini. On a la musique orientale, dirigée par Rachid Brahim Djeloul. Et on a aussi la musique afro-cubaine, dirigée par Sébastien Quesada. Alors, l'équipe de direction, je l'ai déjà présentée, donc voilà, je les remercie. Normalement, ils sont là, donc c'est possible que je fasse appel à eux parce que je trouve qu'ils présentent tellement avec passion ce qu'ils proposent. Donc, je n'hésiterai pas peut-être à leur demander ou peut-être à la fin, en tous les cas, s'ils le souhaitent, de compléter la présentation. Voilà. Donc, les objectifs du pôle, que ce soit pour les pôles musique du monde ou d'une façon générale sur les pôles thématiques, l'objectif, c'est bien évidemment les rencontres. C'est les rencontres pour fédérer les acteurs, c'est pour favoriser la transmission d'informations, favoriser la réflexion collective ou encore la création d'outils ou de partage d'expériences. Je l'ai déjà un petit peu présenté dans le cadre de la présentation générale du SDEA, mais c'est absolument fondamental. On découvre parfois des idées, des projets qui étaient un petit peu mis de côté et que finalement, ils vont ressortir, on va les travailler, on va les moderniser pour pouvoir qu'ils soient concrétisés tout simplement. Donc, le temps de rencontre est absolument fondamental. C'est des rencontres qui peuvent être effectivement collectives dans un premier temps et puis après plus individuelles en fonction des structures, des projets, parce que bien évidemment, un CR n'a pas les mêmes besoins forcément qu'une structure associative plus modeste. Donc, voilà, on évalue en fonction des projets, des structures, des besoins. Et puis, ce qui est très intéressant aussi dans le pôle musique du monde, c'est les concerts-conférences, particulièrement qualitatifs. D'ailleurs, il y a un partenariat avec France Musique qui valorise ces concerts. Donc, ces concerts bénéficient bien évidemment aux membres du réseau SDEA, mais pas que, donc ça touche un large public et ça valorise notamment les actions portées par les 3 départements musique du monde, puisque chaque concert représente un département musique du monde. Voilà. Donc, il faut savoir que ces rencontres ou ces concerts-conférences sont relayés par les membres du réseau SDEA, que ce soit par moi, par exemple, dans le cadre des newsletters ou en allant parler en direct avec les établissements, mais aussi par les pôles thématiques. Je sais que le pôle EAC est aussi très sensible à la pluridisciplinarité. Enfin, tous les pôles sont assez sensibles aux autres actions des autres pôles, donc ils en parlent également. Et puis le pôle territorial, les 4 pôles, sont des relais d'information absolument formidables pour justement encourager les différents partenaires à venir et à découvrir toutes ces disciplines. Alors, pour que vous compreniez un petit peu en quoi consistent ces rencontres, quels en sont les contenus, il faut savoir que les contenus, d'une façon générale, on les travaille de concert. On essaye de faire un point sur les besoins, sur les retours qu'on a eus, que ce soit à mon niveau, au niveau de l'équipe du CRD de Gennevilliers. Et donc, on en ressort voilà, des problématiques qui nous semblent importantes de traiter. Et donc, voilà, donc, pour un petit peu comment s'organise la construction de ces rencontres. Alors, la première rencontre, c'est une présentation générale des actions du pôle qui a été faite auprès des établissements. Et assez rapidement, il y a une volonté de nouer des partenariats afin de permettre aux structures une découverte des actions portées par le CRD de Gennevilliers. Alors, ça peut être, par exemple, la volonté de se déplacer avec un groupe de professeurs et d'élèves au CRD pour voir des répétitions, pour voir comment les ateliers s'organisent. Ça peut être aussi l'équipe du CRD qui va à la rencontre des professeurs des autres établissements qui font sur place des ateliers, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez rapidement ressorti de cette première rencontre. Et aussi, bien évidemment, l'envie pour un certain nombre de créer un département de musique du monde. Et donc, cette envie, on l'a traitée dans la deuxième rencontre avec un travail approfondi sur la création d'un département de musique du monde et sur la question de la mise en place d'un cursus, bien évidemment. Comment on crée un cursus musique du monde, comment on recrute des professeurs spécialisés et
quel public on souhaite toucher. Donc voilà, toutes ces questions qui reviennent et qui finalement permettent à des acteurs de pouvoir se projeter plus facilement, là où d'autres avaient peut-être des craintes sur le fait, mais ça me paraît être très compliqué à engager, je n'ai pas de référence en la matière, etc. Donc, grâce au pôle Musique du Monde et à leur expertise, à leur histoire, à tout ce qu'ils ont pu mettre en place, tester, ils peuvent conseiller de façon pertinente tous les établissements. Et enfin, la troisième rencontre, c'est la définition de projet pour animer les musiques du monde. Alors, je sais que l'équipe de direction apporte un intérêt particulier à tout ce qui est lié à la composition. Donc, par exemple, les miniatures tango, tous compositeurs, l'idée, c'est d'intégrer des parcours pédagogiques autour des musiques du monde afin d'inviter les élèves à pouvoir composer et apprendre. Je sais que les miniatures tango, il me semble qu'il y avait environ une quarantaine de propositions de composition qui avaient été faites par les enfants. Donc, l'idée, c'est qu'après, ça puisse être joué par les professeurs. Donc, c'est vraiment une dynamique qui est très intéressante. Donc, en fait, voilà, à l'occasion de cette rencontre, ils présentent un petit peu leurs initiatives et puis ça peut aussi encourager d'autres structures à le reproduire. Et puis, en tous les cas, ça permet aussi aux enfants voilà, de créer et puis de gagner aussi en autonomie dans le cadre de leurs apprentissages. Enfin, il y a une question qui revient et qui est aussi assez pertinente et ça se pose encore plus dans le cadre des musiques du monde, c'est la mise en place de partenariats sur le territoire national ainsi qu'à l'international. Alors, de mémoire, c'est vrai que le conservatoire a fait des liens avec l'Espagne. Je sais qu'au niveau national, il me semble qu'il y a eu un lien avec Lille. Donc, voilà, il y a des partages. Des élèves peuvent venir au conservatoire d'autres pays pour apprendre. Donc, le lien humain est très important, le lien artistique aussi, bien évidemment. Mais voilà, comment on procède pour créer ces partenariats et ça inspire et ça aide aussi d'autres établissements. Alors, comme je disais précédemment, effectivement, en fonction des projets et des structures, les référents musique du monde s'adaptent et peuvent accompagner individuellement une équipe. On a notamment un CRD qui souhaite s'engager dans une démarche d'ouverture de département musique du monde. Donc, dans ces cas-là, par rapport à la demande spécifique, le CRD de Gennevilliers et son équipe va donc accompagner cet autre CRD pour pouvoir atteindre son objectif. Les concerts-conférences. Donc, dans le but de faire découvrir le pôle musique du monde, il n'y a rien de mieux que de pouvoir écouter un des concerts. Alors, on vous a mis un lien si vous voulez écouter ces concerts de qualité. Donc, on vous enverra le PowerPoint. Mais voilà, l'enregistrement à France Musique permet de l'écouter à volonté. Donc, le premier enregistrement, donc le premier concert a eu lieu le 3 décembre 2022. Donc, il s'agissait du département musique orientale. Donc, on a eu la chance d'avoir une valorisation notamment du violon, du chant oriental, du oud, du ney, et puis de plein d'autres instruments, percussions, etc. Donc voilà, ça a eu lieu le samedi 3 décembre au sein du CRD de Gennevilliers. Deuxième concert, c'est donc le département tango qui l'a réalisé avec notamment une valorisation du bandoneon, de la guitare et du piano tango. Donc voilà, encore un petit lien, n'hésitez pas à écouter ce beau travail. Et enfin, le prochain aura pour thématique la musique afro-cubaine, donc ça aura lieu le 20 octobre 2023 avec une valorisation des tambours bata. Alors, pour ma part, je dois faire cette petite parenthèse et si l'équipe de direction est là, ils comprendront pourquoi. J'ai eu l'occasion de découvrir la salle de travail, notamment de la musique afro-cubaine, et je dois quand même saluer le travail du professeur qui est absolument formidable, puisqu'il a créé de la ressource lui-même. Et sa salle vaut le détour. Si un jour vous allez à Gennevilliers, je vous invite vraiment à, en tous les cas, rencontrer cette équipe magnifique. Et puis ce professeur, parce qu'il a fait un travail de musicologie, c'est-à-dire qu'il a créé à travers les divinités orishas des rythmes spécifiques. Donc, c'est un travail absolument passionnant. Moi, j'ai découvert sa salle, sa méthode, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Et donc voilà, les tambours battants, en tous les cas, vous pouvez venir également à ce concert donc, du 20 octobre 2023. Moi, j'y serai et voilà, ça annonce encore une magnifique restitution et en tous les cas, ça mérite d'être valorisé parce que c'est vraiment un travail tout à fait qualitatif.
Donc voilà, pour finir, évidemment, tous ces concerts vont également être valorisés à l'occasion de la journée des enseignements artistiques, donc, que j'ai parlé voilà, précédemment. Donc, cette journée des enseignements artistiques qui vise à valoriser tout le travail qui est engagé sur le terrain, et notamment voilà, des concerts comme ceux-là voilà, qui réunissent tous les âges et voilà, qui, en tous les cas, qui intéressent fortement nos partenaires dans le cadre du schéma. Et je remercie encore toute l'équipe de direction, toute l'équipe de professeurs, les élèves pour cet engagement au quotidien en faveur des musiques du monde. Voilà. Si peut-être Philippe ou Thomas veulent rajouter un petit quelque chose, qui n'hésite Oui, pas. bonjour Audrey, merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. On est très content de participer à cet entretien en vidéo. Pour nous, les musiques du monde et le travail donc qu'on peut mener avec le SDEA est très important. Et je dirais euh, déjà en termes de plaisir, c'est très important. Pourquoi? Parce que la pratique des musiques du monde dans notre conservatoire amène des choses qui arrivent voilà, par le côté. Par exemple, on parle espagnol, on parle turc chez nous, on parle plein de langues et on accueille du coup plein de cultures différentes. C'est autre chose que des débouchés pédagogiques, mais c'est des débouchés presque de vie hein, qu'on constate euh, comme plus-value dans notre conservatoire. Également, évidemment, la transversalité est valorisée puisque des élèves en musique classique, en violon classique, ont la possibilité de découvrir d'autres langages et c'est extrêmement Il n'y a intéressant. pas de son. Au niveau de l'innovation, au niveau de la transmission aussi, de l'oralité, c'est très important parce que ça vient rééquilibrer un peu les modes de transmission de la musique dite classique ou même contemporaine, extrêmement basée sur l'écriture. Et là, tout d'un coup, eh bien, on a des élèves qui fonctionnent complètement différemment sur le par cœur, sur voilà, l'intégration d'un nouveau répertoire. Et c'est très important pour eux. Aussi, tout cela est très important parce que les parcours, évidemment, des professeurs sont leur parcours personnel. Thomas peut en témoigner. Lui qui est argentin, qui pratique la musique, le tango, et qui joue actuellement en trio avec le grand César Strossio, qui a été professeur au Conservatoire de Gennevilliers. Donc évidemment, c'est des parcours de vie. Il a fallu traverser l'océan pour venir jusqu'à Gennevilliers. Et ça, c'est très important, ce côté d'accueil de parcours différents. Et pour finir, parce que je ne veux pas trop en rajouter, eh bien, il y a ça crée de nombreux débouchés au niveau des projets, évidemment pour les professeurs, mais aussi pour les élèves qui arrivent à trouver eh bien, un débouché professionnel à travers les musiques du monde. Voilà, autant en salsa qu'en musique en tango ou en musique orientale. Il y a vraiment une demande et ils arrivent à s'organiser entre eux, créer des groupes et à se produire et même à devenir intermittents du spectacle quand ils en ont, voilà, quand ils s'organisent bien. Donc pour nous, c'est vraiment à la fois une fierté, mais un grand plaisir d'avoir ces musiques du monde. C'est pour ça qu'on milite pour ça. Thomas s'occupe à la fois du tango, mais aussi de toute la coordination avec Audrey de ce travail. Et voilà. Et donc, tu peux peut-être rajouter un... Oui, juste pour ajouter, donc voilà, comme Philippe le disait, on est très heureux d'avoir ce rôle, ce beau rôle de représenter les musiques du monde au sein du département, et plus que la représenter, de les faire rayonner au sein de ce schéma d'enseignement artistique. Et donc voilà, c'est pour nous un très beau rôle de soit accompagner les établissements avec notre expertise, se produire aussi dans les concerts. Et donc, voilà, on compte avec un corpus professoral de 18 profs au total entre les trois disciplines.
Et donc voilà, pour nous, c'est une fierté de pouvoir partager ça au sein du département et de le développer. et de développer encore davantage en gagnant beaucoup plus de visibilité. Donc, notamment avec ce partenariat avec France Musique, ça donne énormément de visibilité au conservatoire et à nos activités. Et donc, voilà, tout ça, c'est pour le mieux, pour notre développement au futur. Donc, voilà, on est très content. Merci beaucoup. Ben, merci pour ce beau témoignage sur les musiques du monde. Ça fait du bien de voir une place donnée aux musiques traditionnelles et du monde dans l'enseignement artistique et les conservatoires notamment. J'ai envie de poser une question. Allez, j'ai la primeur, j'ai envie de la poser parce qu'elle résonne notamment avec des problématiques, en tout cas des sujets. Ce ne sont pas des problèmes, au contraire, qui sont des opportunités qu'on voit dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Est-ce qu'il y a des liens qui se font entre votre établissement et les associations de pratiques amateurs et ces communautés qui sont présentes sur notre sol national? Du coup, est-ce qu'il y a des liens qui se font? Est-ce que vous arrivez à faire le lien aussi avec les associations ou les pratiquants qui ne sont pas forcément dans des cadres institués de l'enseignement artistique au regard des esthétiques que vous proposez? Ah oui, on est même très sollicité, ne serait-ce qu'à Gennevilliers, car en fait, la ville même de Gennevilliers a beaucoup d'habitants qui viennent des pays, par exemple, du Maghreb, qui sont des travailleurs qui sont arrivés dans les années 60 ou 70, et donc ils sont installés à Gennevilliers, et donc on est sollicité, par exemple, dans des centres sociaux culturels comme au Grésillon, où on travaille avec des anciens travailleurs. On va jouer des musiques traditionnelles à toute cette communauté d'anciens travailleurs et évidemment leur famille. On, on a créé une chorale aussi. On avait travaillé avec l'ensemble TM+, autour d'un projet de chorale et comment dire, de récolter des chants traditionnels. Voilà, c'était juste avant le confinement, ça avait été un peu compliqué à réaliser. Mais le succès, par exemple, de la chorale méditerranéenne à Gennevilliers, euh, est- vient de là aussi. Tout d'un coup, maintenant on a une chorale avec une centaine de participants parce que ça répond vraiment à une demande locale. En fait, voilà, on est sans cesse sollicité. Rachid Brahim-Jelloul est sollicité par le T2G. On a travaillé avec le T2G sur des projets de réalisation d'une bande sonore pour un film fait par un artiste qui était en résidence au T2G. Ça fonctionne, on est sans cesse sollicité. Mais on peut encore l'être plus, et c'est ce qu'on souhaite. Et justement, moi, je me dis sans cesse à Sébastien Quezada, il faut qu'il sorte maintenant de sa classe pour montrer ce qu'il fait, car c'est vrai que les tambours bata, ça peut paraître comme une niche, mais une niche esthétique, mais en réalité, Sébastien s'appuie sur une connaissance vraiment poussée du rituel des tambours bata. Il considère qu'une fois qu'on sait faire ça, eh bien, on sait à peu près répondre à toutes les questions de musique afro-cubaine. Alors, bon, on essaye de valoriser tout ça, de créer des ponts et de répondre à toutes les sollicitations sur le territoire. Ok, merci pour ces précisions. Du coup, je vais me permettre de faire un petit lien. Ça va peut-être sortir un peu du périmètre du département des musiques du monde, mais je le tente quand même. Et si vous n'avez pas tous les éléments, peut-être qu'Audrey pourra vous seconder. Est-ce qu'il y a un département consacré à la musique ou à la danse hip-hop à Gennevilliers? Est-ce que, parce que finalement, ce qui est en jeu, c'est de prendre en compte finalement ce qui fait culture sur le territoire, dans l'enseignement artistique. Et c'est ça que vous faites, il me semble. Et on sait aussi que aujourd'hui, la culture hip-hop, voilà, est ancrée dans notre territoire. Est-ce que vous savez comment ça se passe dans votre conservatoire par rapport à cette Ah thématique? oui, tout à fait. En fait, on a un professeur de danse hip-hop dans l'équipe professorale en danse.
Et on travaille régulièrement avec la compagnie Relief, qui est très impliquée dans la région parisienne dans le hip-hop. On fait, là, lors des dernières vacances, on a fait un stage de hip-hop. Pour vous dire, en 3 jours, il était plein. C'est-à-dire qu'en 3 jours, on a eu 50 inscriptions pour ce stage. Et la restitution a lieu ce soir, puisqu'on a notre fête de la danse. Donc, il y a la compagnie Relief qui va montrer son travail. C'est extrêmement dynamique. On se pose même la question de savoir si notre classe Chad on va pas la faire migrer un petit peu vers le hip-hop. C'est intéressant, ça touche des collégiens. En même temps, les choses mettent du temps. Notre classe Chad, on croyait qu'elle était un petit peu fragile, et puis cette année, on a 30 demandes. Donc, on est très content sur le jazz et sur la danse contemporaine et le jazz. Alors, voilà, on essaye en plus de faire des ponts entre notre département de musique actuel. Par exemple, on travaille avec des rappeurs sur le projet Créa Rap, et lors de la dernière édition, on a intégré des danseurs hip-hop à la restitution de ce projet. Donc oui, tout est bien dans le hip-hop et dans la danse en général. Et, euh, et par exemple, par rapport aux musiques du monde, on n'en est pas encore arrivé même au point de ce qu'on fait avec le hip-hop. Mais ça va venir. Par exemple, la danse tango, je pense qu'à un moment, on a déjà fait des stages de danse tango, mais on n'a pas aussi il nous faudrait des heures en plus, et bon, c'est compliqué de tout développer en fait. Merci beaucoup pour ces éléments de précision. Peut-être, Audrey, as-tu des éléments à compléter sur la question de la prise en compte du hip-hop dans le schéma départemental? Alors, on a effectivement des propositions de hip-hop un petit peu partout, notamment dans les MJC. L'avantage aussi d'avoir ouvert le schéma à d'autres établissements en dehors des conservatoires, c'est aussi ouvrir à d'autres disciplines, dont le hip-hop. Et on a des MJC effectivement qui proposent le hip-hop. À l'occasion de la JEA, on va aussi proposer une initiation au hip-hop. Donc, c'est quelque chose qu'on essaye de développer, qui fonctionne plutôt bien. Enfin, comme le disait Philippe, il y a beaucoup d'inscriptions. C'est vrai qu'on ressent effectivement cette dynamique-là. Donc oui, il y a une volonté de développer ça sur le territoire, et aussi de l'intégrer dans certains conservatoires de façon plus formelle, avec réflexion autour de cursus, même parfois d'initiation dans les chats, comme le disait aussi Philippe. Ok, merci Audrey pour ces précisions sur la question du hip-hop. On est un peu sorti du sujet, mais tout ça globalement, c'est aussi comment on traite les esthétiques un peu marginales, malheureusement encore dans l'enseignement. Sur les pôles territoriaux et les pôles thématiques, enfin, la question porte sur est-ce qu'ils ont un statut juridique pour percevoir des subventions, mais on a vu que les pôles thématiques ou territoriaux sont soit des EPT, soit des conservatoires donc, du département. Donc, on évacue cette question, et on va remercier beaucoup Audrey et du coup le Conservatoire de Gennevilliers pour cette belle présentation exhaustive et puis ambitieuse, en tout cas inspirante de notre point de vue. Et on va laisser la parole peut-être pour conclure à Aurélie Yvet, du coup chef du service culture et langue régionale au département de Pyrénées-Atlantiques, et ainsi qu'à du coup Christelle Picopino, donc qui est au département de Seine-et-Marne. L'idée, c'est de vous entendre, mesdames, sur ce que vous retenez finalement de ces interventions pour vos territoires. Alors, peut-être qu'on peut démarrer par Aurélie, si tu es OK. Je suis OK. Merci, Cédric. Peut-être juste un petit préalable, puisqu'en fait, ce webinaire s'inscrit dans la démarche de révision du schéma départemental ici dans les Pyrénées-Atlantiques, accompagné par le Lucas. Dire à l'ensemble des acteurs du 64 qui ont assisté à ce webinaire qu'évidemment, il ne s'agit pas de faire un copier-coller de ce qui a pu être présenté dans le 92, parce qu'on a bien conscience que l'aménagement culturel de ce département n'est pas le même qu'ici dans le 64.
On en avait bien parlé au moment où on a sélectionné le territoire pour organiser ce webinaire avec Audrey et avec Cédric. Ce qui nous a vraiment intéressés, j'ai envie de dire, il y a à deux endroits très particuliers. C'est cette capacité en fait du 92 à la fois maintenir le dialogue en bilatéral avec les opérateurs, mais aussi à repositionner, on va dire, le dialogue en collectif. Et surtout, même aller au-delà, c'est-à-dire d'arriver à ce que le département ne soit pas, j'ai envie de dire, le seul chef de file de la coordination et du développement de l'enseignement artistique sur son territoire, mais bien à ce que les acteurs se positionnent aussi dans ce rôle en fait d'animation et cette capacité à travailler ensemble. Donc, je trouve que ce qui est intéressant dans ce qui a été présenté par Audrey, c'est que il n'y a pas vraiment de hasard. En fait, tout ça s'organise. C'est toute une méthodologie de travail qui est très bien posée, avec des référents, avec des pôles donc thématiques, des pôles territoriaux. Et finalement, il déroule comme ça cette méthodologie de travail avec des référents. Et cette méthodologie montre bien que les conservatoires sont repositionnés dans leur rôle de tête de réseau, qu'il y a vraiment un partage, j'ai envie de dire, des bonnes initiatives, des bonnes pratiques, mais aussi qui va à la fois dans le technique, mais aussi dans cette capacité à travailler en transversalité. Donc, en fait, il se dégage tout simplement une énergie sur le territoire et une capacité, j'ai envie de dire, à transcender presque une dynamique sectorielle. Donc, nous, on a maintenu en fait cette idée de faire témoigner le 92 parce qu'il y a ça en fait qui nous semblait très inspirant. Et je pense que ce qui se dégage là dans ce qu'on est en train d'amorcer dans le cadre de la révision du schéma dans le 64, c'est cette mobilisation en fait qu'on a autour du schéma, la participation des acteurs, la volonté de travailler ensemble et les propositions qui ont été déjà faites dans le cadre des différentes instances montrent bien qu'on se dirige aussi nous dans cette énergie, dans cette dynamique de travail. Donc merci Audrey d'avoir bien détaillé les pôles territoriaux et les pôles thématiques parce que c'était, je pense, y compris dans ces aspects méthodologiques très inspirants. Et ensuite, le deuxième endroit que je trouve extrêmement intéressant, alors évidemment, là, dans les exemples qui ont été portés avec le conservatoire de Gennevilliers notamment, c'est qu'on n'est pas évidemment dans le même environnement culturel. Cela étant, il y a quand même, je trouve, quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est que la question de la transversalité, la capacité à ce que les acteurs de la pratique professionnelle et de la pratique de l'enseignement soient vraiment dans un rapport assez proche et que du coup, ça génère du projet, ça génère de la création, ça génère plein d'idées et surtout, ça génère de l'action. Donc ça, c'est finalement cette volonté de décloisonner, elle se met en place, si je comprends bien, assez naturellement, en fait. C'est pas forcé. C'est que cette dynamique de travail fait que voilà, les idées émergent et puis finalement, les ressources vont se mobiliser assez facilement et les projets sont là. Donc, voilà ce que m'inspire tout ça. Et je suis du coup assez confortée dans l'exemple du 92 à ce qu'on partage ensemble ce webinaire ce matin. Voilà, mais rassurez-vous, on va y aller pas à pas dans le 64, mais on pourra peut-être refaire un point et peut-être même qu'on pourra témoigner dans le Lucas dans quelques années. J'espère en tout cas. On l'espère et on est convaincus. Merci beaucoup Aurélie pour cette prise de parole. Je vais maintenant passer la parole à Christelle Picot-Pinot. Christelle, si tu m'entends, oui. Qu'est-ce que tu as entendu, retenu, qu'est-ce que tu retiens finalement pour le 77 quand tu entends le 92, quasiment voisin, même pas, mais un petit peu quand même. Mais si différent. Bonjour à tous. Beaucoup de choses très intéressantes effectivement, mais un petit peu comme ma collègue des Pyrénées-Atlantiques. Voilà, nous l'avons dit, il y a des problématiques et des réalités de territoire qui ne sont pas les mêmes.
avec ce très grand département qu'est la Seine-et-Marne, la moitié de l'Île-de-France, et très diversifié dans ses inéquités territoriales, je vais le dire assez frontalement. Mais effectivement, on a sur la question du schéma des enseignements artistiques beaucoup de choses à mettre en place. On part, j'ai envie de dire, d'un premier schéma 2007 qui est donc très ancien, que l'on est en train de commencer à réviser, qui était essentiellement axé sur des subventions, soutien en masse salariale, qui donc mécaniquement, forcément, faisaient que les subventions étaient absorbées par la frange ouest très urbanisée et créaient donc un très gros déséquilibre avec la frange est. Et puis, je fais très rapide, mais une amorce pour comprendre en 2017 sur un nouveau critère qui parle de cette réalité territoriale seine-et-marnaise, à savoir ce rayonnement territorial d'un côté, ce rayonnement local, qui fait qu'aujourd'hui, on est un petit peu bloqué dans notre capacité en tant que département à aider les communautés de communes, les acteurs de ces territoires ruraux à s'emparer de cette compétence enseignement artistique et à avancer, à mettre en place des projets parce qu'ils sont les uns et les autres dans des boîtes de territoire. Ce n'est pas très joliment dit, mais j'essaie d'être le plus schématique possible. Et donc, j'étais très intéressée effectivement par ces notions de pôle territorial et de pôle thématique, parce que justement, ils permettent de décloisonner et de sortir de cette logique-là de territoire et de ce rayonnement. Alors, l'intention est la même. Quand on parle de rayonnement territorial, évidemment, on aspire à ce que les communautés d'agglo effectivement fassent réseau et créent les réseaux. C'est d'ailleurs des dynamiques qui ont déjà été mises en place, mais des dynamiques dans lesquelles le département n'est pas forcément aujourd'hui à cet endroit-là. Et donc, effectivement, très intéressé à retravailler la question de la place du département dans cette dynamique de réseau des enseignements, à la fois sur ce travail à revoir d'inéquité territoriale et surtout sur toutes ces thématiques. On l'a dit souvent, lorsqu'on parle des enseignements artistiques, on tire tous les fils de l'éducation artistique et culturelle, des musiques actuelles, des thématiques du handicap, et qu'effectivement, le travail qu'a posé le 92 permet justement de retrouver ces entrées et de les mêler aux problématiques du territoire. Je n'oublie pas, et c'est pour ça que j'avais posé la question, c'est que je le disais un peu modestement, on part d'un petit peu loin, peut-être par rapport au 92. Vous avez effectivement travaillé sur un ancien schéma qui déjà positionnait des têtes de pont. On n'en est pas là. Donc, je pense qu'effectivement, ce que je vais retenir aujourd'hui aussi, c'est cet empilement de briques qui se construit peu à peu, effectivement, d'identification de ces têtes de pont, de ces acteurs qui sont nombreux et prêts, effectivement, à prendre leur part d'animation de réseau, et que donc tout ne va pas se construire en quelques semaines, mais bien effectivement de se donner, nous, départements, des priorités dans le cadre de la révision de ce schéma, de re-questionner la place et la gouvernance du schéma dans un premier temps, et effectivement de se redonner des échéances à 3-4 ans de révision de ces schémas pour qu'on adapte notre dispositif au plus près des besoins des acteurs. Ce que j'ai peut-être moins entendu effectivement dans la proposition très intéressante qui nous a été présentée, c'est justement peut-être la place des élus dans la construction de ces schémas, le rôle des communautés de communes. Alors c'est lié à la problématique du territoire spécifique du 92 bien sûr, mais ce qui me manque peut-être à cet endroit-là, c'est effectivement comment aujourd'hui on va travailler sur ces territoires qui sont pour lesquels la thématique enseignement artistique est travaillée plutôt à l'échelle associative, tissu plus fragile et qui a besoin effectivement de retrouver des appuis et des ressources par de nouveaux outils. On a travaillé au niveau du département sur des contrats triennaux de développement culturel qui nous ont permis justement de faire du cousu humain par territoire. Je pense que la question de la problématique de l'enseignement artistique peut aussi se travailler grâce à cet outil-là, sans prendre le risque de recloisonner encore ces territoires. Voilà, moi, c'est un peu toujours ma vigilance.
Voilà. Parfait. Ben, merci beaucoup, Christelle, pour cette réaction à chaud. Du coup, on va clôturer le webinaire dans 2 petites secondes. Où est-ce qu'elle est? Audrey, est-ce que vous voulez réagir, Audrey, avant en 1 minute, vous donner le mot de la fin? Oui, bah, merci voilà, pour vos retours. Je partage effectivement vos réflexions. Peut-être rapidement une petite parenthèse concernant les élus. Effectivement, les élus sont très impliqués, évidemment, hein, dans toute cette évolution. Ils ont un lien souvent privilégié aussi avec les conservatoires. Les établissements d'enseignement artistique sont assez proches aussi de leurs élus. Et évidemment, tout cela ne serait pas possible si la ville n'était pas derrière aussi. Donc, on a la chance voilà, d'avoir ce soutien-là également et une envie d'agir, une envie de faire. En tous les cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'ai été ravie voilà, de pouvoir partager toutes ces informations avec vous et je vous souhaite bien évidemment pleine réussite dans l'ensemble de votre projet et une très bonne continuation. Et peut-être qu'on aura l'occasion de se recroiser. En tous les cas, voilà, j'ai été très heureuse de pouvoir intervenir ce matin. Merci beaucoup. Merci Audrey. Alors sans nul doute se recroiser, j'en suis à peu près convaincu, puisque une petite information, on en profite, on en est là. On accueille et on co-organise avec le département de Seine-et-Marne la rencontre nationale des départements pour la culture en fin d'année. Ce sera entre le 29 novembre et le 1er décembre. Et nul doute que l'enseignement artistique sera traité dans le cadre de ces rencontres, vu l'actualité qu'il y a en ce moment, et nous y sommes impliqués avec Culture Co sur la refonte du schéma national d'orientation pédagogique. Donc, sans doute, et du coup, l'invitation est faite. Notez les dates, 29 novembre au 1er décembre. Ce sera à l'Envolée, dans le Val-Briard, donc en Seine-et-Marne. Autre élément, sachez que les webinaires, les communs du Lucas, c'est le petit nom qu'on leur a donné, donc webinaires, les podcasts, les articles universitaires sont accessibles sur la nouvelle plateforme du Lucas, c'est lucasrecherche.fr, tout est attaché sans point, et vous retrouverez toutes les ressources produites au contact des territoires que nous accompagnons depuis ces quelques dernières années. Voilà, écoutez, je vous souhaite, il est 12h12, pardonnez-nous pour ce retard, on a démarré avec 10 minutes de retard, on finit encore avec un peu plus de retard, mais on se réglera pour la prochaine fois. Merci pour votre attention, un grand merci à Audrey, à Aurélie et à Christelle, et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.